Bonjour, je m'appelle André Ducras et bienvenue à Dokuduro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grande catastrophe interhumaine, la Seconde Guerre mondiale. Je vais emprunter un tout nouveau chemin qui vous fera découvrir une facette de cette grande catastrophe. Ce chemin sera les camps de concentration nazis. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste des travailleurs allemand NSDAP, fut élu chancelier du Reich le 30 janvier 1933. Il a été fondateur et figure centrale du nazisme, instaurateur de la dictature totalitaire désignée sous le nom de Troisième Reich de 1933 à 1945. Les premiers camps de concentration en Allemagne furent créés peu après la nomination d'Hitler au poste de chancelier en janvier 1933. Dans les semaines après l'arrivée au pouvoir des nazis, la SA, section d'assaut, la SS, escadron de protection, garde d'élite du parti nazi, la police et les autorités civiles locales mirent en place de nombreux camps de détention pour incarcérer les opposants politiques, réels ou supposés, à la politique nazie. Le camp de Dachau est le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Il est créé sur le site d'une ancienne fabrique de munitions, à 17 km au nord-ouest de Munich. Son ouverture a été annoncée par Heinrich Himmler le 21 mars 1933 et des prisonniers sont emmenés dès le lendemain. Le camp reste en service jusqu'à l'arrivée des soldats américains en avril 1945. Il fut tout d'abord le lieu d'internement des opposants politiques, mais il accueillit également par la suite des Juifs provenant de l'État de Bavière, des prisonniers de guerre soviétiques et des femmes, ainsi que des homosexuels et des tziganes. Chacun a connu la souffrance, la faim et côtoya la mort. Et c'est dès ce jour que débuta la construction de centaines de camps nazis, ayant chacun un but précis. N'ayant pas le temps de tous les aborder, Je vous parlerai de 3 camps de concentration et d'extermination qui sont tous plus différents et surprenants les uns que les autres. Majdanek, Treblinka et Auschwitz-Birkenau. Le premier camp qui sera abordé est celui de Lublin. Majdanek fut ouvert en 1941 en tant que camp de prisonniers de guerre sous contrôle SS et fut transformé en camp de concentration le 16 février 1943. Il est situé dans un milieu urbain à 4 km de la ville de Lublin. Il est localisé dans un espace complètement découvert. Pas d'arbres autour de lui pour le cacher de ses activités comme à Dachau. Il n'y avait pas de zone de sécurité établie autour du camp et il n'y a pas de protection naturelle comme une rivière ou une forêt. Majdanek est limité au nord par une route principale très fréquentée et au sud par 2 petits villages nommés Abramowicz et Diasiata. Les gens passant devant le camp alors qu'il était encore en service avaient une vue complètement dégagée. Les passants étaient capables de voir la haute cheminée de briques du crématoire ainsi que la fumée qui flottait. Le bâtiment de chambres à gaz était très proche de la rue. En 1939, quand la Pologne a été divisée entre les Allemands et les Russes, Lublin retombe sous le contrôle soviétique jusqu'en juin 1941, lorsque les nazis ont lancé une attaque sur la Russie communiste. Étant très proche de la frontière allemande, Lublin fut une des premières villes à être conquise par l'Allemagne. La conquête allemande du secteur russe de la Pologne au cours des 6 derniers mois de 1941 a apporté des millions de juifs et communistes polonais, qui étaient les ennemis jurés des nazis, sous leur contrôle. Pour éviter que les partisans ne les attaquent par derrière à mesure qu'ils s'avançaient dans la Russie, les Allemands ont emprisonné ceux qu'ils considéraient comme des ennemis politiques dans Majdanek, avec tous les prisonniers de guerre. We saw and experienced many things in the concentration camp. 4 of my brothers were killed by the Germans. My mother and my father were hanged. En mai 1943, 1800 juifs du ghetto de Varsovie y ont été transférés. Antoine Benen en faisait partie. 50 000 personnes étaient emprisonnées. Au cours de l'année 1942, des chambres de gaz et des crématoires furent construits. Majdanek était principalement un camp de travail forcé pour les prisonniers polonais juifs et non juifs et de centres de détention pour les membres de la résistance polonaise du gouvernement général. Les convois de juifs provenant de la Pologne centrale et destinés à Belzec, un autre camp de concentration, s'arrêtaient souvent à Lublin,
de telle sorte que les Allemands pouvaient sélectionner les prisonniers aptes au travail et fournir de la main-d'œuvre à Majdanek. Les SS de Majdanek pratiquaient régulièrement des sélections. Les détenus jugés inaptes au travail étaient exterminés par balles ou dans les chambres à gaz. Le chef des chambres à gaz et des crématoriums, SS Heinrich Muschfeld, a déclaré: les convois qui arrivaient étaient toujours soumis à une sélection. Les inaptes au travail étaient toujours asphyxiés dans la chambre à gaz. Le gaz était fourni sous forme de bouteilles Zircon B, pesticides à base d'acide cyanhydrique. 7700 kg de zircon ont été utilisés dans le but de tuer. Le 3 novembre 1943 fut l'action Ernstfest, ou l'opération dans la fête de la moisson, traduite en français. Ceci fut une opération nazie d'extermination de tous les Juifs qui survivaient dans le district de Lublin. Des milliers sont fusillés dans les fosses situées derrière les crématoires. Les haut-parleurs diffusent des valses de Strauss pour couvrir les bruits des mitraillettes. Le camp fut fermé le 17 juillet 1943 et les prisonniers déportés vers Auschwitz. Voici les registres. Environ 500 000 personnes sont passées par le camp venant de plus de 50 pays différents. 253 000 personnes sont mortes, dont 118 000 des Juifs. Près de 50% des morts ont donc été Juifs. Majdanek fut un camp nazi utilisé comme travail forcé, mais aussi pour tuer. Malgré toutes les cruautés qu'il a fait vivre à ses détenus, il sera toujours reconnu pour son manque de protection naturelle. Les camps les plus connus de ce génocide sont les camps d'extermination. Treblinka en fait partie de ceux-ci, et c'est un des plus importants. Construit en 1941 pour servir de camp de travail forcé aux accusés de crimes par les troupes d'occupation. Il était situé à environ 80 km au nord-est de la Varsovie en Pologne. Un peu moins d'1 an après l'ouverture de ce camp, qui sera connu plus tard sous le nom de Treblinka I, un second camp fut construit. Celui-ci deviendra très vite un outil majeur dans le plan d'extermination des Juifs conçu par le Troisième Reich. Treblinka II, bâti par les firmes allemandes, employant des prisonniers juifs et polonais, devait servir au centre d'extermination pour les Juifs d'Europe centrale. Situé à environ 2 km du premier camp, Treblinka II devient très vite le principal centre d'extermination nazi. De nombreux Juifs du ghetto de Varsovie furent employés lors de la construction de ce second camp. Les premières opérations d'extermination commencèrent le 23 juillet 1942, lorsque l'évacuation du ghetto de Varsovie fut décidée. Dès cet instant, Treblinka II allait abriter la machinerie qui allait exterminer plus de 265 000 Juifs de Varsovie. Contrairement à Majdanek, beaucoup plus de sécurité était installée. En effet, le camp était entouré d'une double enceinte barbelée et électrifiée, l'enceinte intérieure étant de plus camouflée par les branchages afin de mieux cacher les opérations en cours. Tout comme plusieurs autres camps d'extermination, une procédure visant à convaincre les Juifs qu'il allait être simplement déplacé fut mise en place à Treblinka. Cette procédure visant à réduire au maximum les possibilités de résistance ou de rébellion des victimes. De nombreuses ruses furent utilisées à cet effet. Ainsi, une étoile de David fut installée sur la façade de la chambre à gaz. De même, une inscription en hébreu était placée sur un panneau situé à l'entrée de la chambre. Ce texte disait: « Ceci est la porte par laquelle les justes passent. » Les prisonniers étaient ensuite soumis à une sélection au cours de laquelle les femmes et les enfants étaient séparés des hommes. Ceux qui étaient trop faibles et trop malades pour marcher étaient placés dans un groupe à part. Ne pouvant pas faire de travail physique, ils étaient discrètement menés vers une fossée située près de l'infirmerie où ils étaient exécutés par balles. Toutes les autres victimes étaient ensuite conduites vers une baraque où on rasait leurs cheveux. On leur distribuait également des cartes postales où on leur conseillait d'écrire à leurs proches de nouvelles rassurantes. Ces cartes étaient ensuite envoyées par le personnel du camp et devaient encourager les familles à ne pas se méfier de ces déportations. Après toutes ces étapes, les détenus étaient envoyés vers les chambres à gaz. Treblinka avait à l'origine 3 chambres à gaz. Très rapidement, 3 autres furent ajoutées. Installées dans un bâtiment de briques, ces salles étaient camouflées en douche. Le gaz était envoyé par l'intermédiaire des pommeaux de douche qui étaient placés au plafond. On prétendait aux prisonniers qu'ils allaient doucher afin de les désinfecter. Tous entraient par la même porte. Une fois entassés à l'intérieur de la chambre, un Allemand donnait un signe. Et immédiatement, un des Ukrainiens envoyait le gaz. Contrairement à une idée répandue, le gazage était lent et l'agonie des victimes pouvait durer jusqu'à 40 minutes. Dû à l'entassement extrême des victimes dans la chambre à gaz, il n'y avait aucune place pour bouger. Après l'évacuation des cadavres, ceux-ci étaient examinés par les prisonniers afin de trouver d'éventuels bijoux ou de valeurs dissimulées. Suivant cette ultime fouille, le corps était transféré vers des fosses communes et les chambres
nettoyés et préparés pour le gazage suivant. Tandis que les victimes étaient gazées, une équipe de prisonniers était chargée de vider les wagons et d'évacuer les corps de ceux qui étaient morts au cours du transit vers le camp. Les bagages, les vêtements et les biens des victimes étaient triés, rassemblés puis transférés en Allemagne. Une fois les wagons nettoyés, le train repartait pour reprendre en charge un nouveau convoi. Le 21 septembre 1942, soit après seulement 2 mois d'activité, plus de 240 000 Juifs du ghetto ainsi que 112 000 Juifs en provenance d'autres endroits dans le district de Varsovie y avaient été assassinés. Plus de 337 000 Juifs du district de Radom, 35 000 du district de Lublin et 107 000 du district de Białystok y furent exterminés dans les mois qui suivent, ainsi environ 738 000 Juifs du gouvernement général. Des milliers de Juifs en provenance d'autres pays y furent également exterminés. 7 000 de la Slovaquie, 8 000 venant du camp de concentration de Tirenestad, 4 000 Juifs de Grèce, 7 000 de la Macédonie. Plus de 2 000 Tziganes furent également exterminés à Treblinka, sans oublier les 750 prisonniers qui ont tenté de s'échapper, dont seulement 70 ont survécu. Treblinka est le deuxième plus important qu'en Asie. Le premier reconnu par beaucoup de personnes pour toutes les cruautés qu'il a fait subir à ses victimes. La situation du camp est partagée entre les localités d'Auschwitz et de Birkenau, annexées au Reich après l'invasion de la Pologne. Le 4 mai débuta la construction du futur camp de concentration qui deviendra par la suite un camp d'extermination. Sur l'ordre du maire d'Auschwitz, la communauté juive locale met 300 hommes à la disposition des travaux de transformation et de construction du camp. Avant la construction de l'édifice, le territoire était occupé par une ex-caserne autrichienne ainsi que des bâtiments habités. 2000 habitants dans les environs seront délogés. Le 14 juin 1940, soit un seul mois après le début de sa fabrication, fut le premier convoi de Polonais vers Auschwitz composé de 728 prisonniers politiques polonais de la prison de Tamów. Par la suite, il y eut la transformation de l'ancien dépôt de munitions en four crématoire. Voyant ce que leur réservent les immeubles, quelques travailleurs et prisonniers ont essayé de s'enfuir. Ceux-ci furent aidés par des habitants aux alentours du camp. Ils ne furent jamais retrouvés. Pour empêcher l'organisation de soutien accordée par la population locale aux internés, la SS ordonne le délogement de toute population habitant à moins de 5 km du camp. S'enfuir n'était pas compliqué. Par contre, les conséquences qui venaient avec l'étaient. En effet, si on signalait l'absence d'un seul prisonnier, tous les autres en subissaient les conséquences. Il était donc difficile dans ce temps-là de quitter le campement sachant que des amis et de la famille allaient en payer le prix. En décembre 1940, 10% des internés privés de toute nourriture à cause de l'absence d'un prisonnier lors de l'appel meurent en une seule journée. À la fin de l'année, on compte 8000 prisonniers enregistrés. Le 1er mars 1941 fut la toute première visite de Heinrich Himmler, chef SS. Il décide d'agrandir le camp pour 30 000 internés et de construire sur le terrain adjacent de Birkenau un camp de 100 000 prisonniers de guerre. Les travaux d'agrandissement du camp commencent par le délogement de la population qui restait encore dans les environs. Ils sont suivis de la création d'Auschwitz II et III, qui serviront plus tard à l'extermination massive des Juifs d'Europe. En juillet, Himmler expliqua à Rudolf Höss, premier commandant du camp, en quoi consistait la solution finale. Cette solution avait pour but exclusif d'exterminer les Juifs par gazage, par fusillade ou par d'autres moyens. Auschwitz était l'endroit où prit place la majorité des actions qui suivirent la prise de cette décision. Les prisonniers soviétiques du camp principal furent utilisés comme cobayes lors de l'essai de l'efficacité du gaz Zircon B. Après cet essai, une chambre à gaz fut construite à l'extérieur du camp principal en février 1942, tandis que 2 chambres à gaz temporaires furent ouvertes à Birkenau. Auschwitz était divisé en plusieurs sections réservées à un groupe précis de personnes. Une portion était réservée aux femmes, une autre aux tziganes, et bien sûr la plus grande, celle pour les juifs. Ne cessant de prendre de l'expansion, il devint le plus grand camp d'extermination avec plus de 105 000 prisonniers. Durant son existence, la composition de la population du camp changea de manière significative. Au début, les prisonniers étaient exclusivement polonais. D'avril 1940 à mars 1942, sur près de 27 000 prisonniers, 30% étaient polonais, 57% étaient juifs. De mars 1942 à mars 1943, sur près de 162 000 prisonniers, cette fois-ci, 60% étaient juifs. À la fin, sur un total d'environ 1,1 million de morts, 960 000 étaient juifs, 75 000 polonais, 15 000 soviétiques et 25 000 furent tziganes, homosexuels et autres. Seuls les morts dans Auschwitz furent équivalents de la population de Montréal. Tout comme à Treblinka,
et aux autres camps d'extermination, les biens des prisonniers et des morts étaient confisqués. Les dents d'or étaient arrachées, les bijoux pris, la peau était utilisée pour la fabrication de savon, et des personnes avec des problèmes physiques et psychologiques étaient utilisées pour des expérimentations. Les expériences pratiquées par les médecins nazis se sont déroulées hors des protocoles scientifiques et des codes déontologiques admis et reconnus par la communauté scientifique et médicale internationale. Elles exposaient les cobayes humains à des conditions cruelles voire barbares pour les plus extrêmes d'entre elles avec des rapports scientifiques contestables voire même inutiles. À Auschwitz prit place des tests sur les jumeaux, différentes maladies et la reproduction humaine, tout cela mené par le célèbre docteur Joseph Mengele. Il met également en place des programmes de recherche pseudo-scientifiques portant sur les nains, les bossus et les transsexuels. Peu de personnes aujourd'hui ne connaissent l'existence de ces expériences. Il s'agit d'une déshumanisation complète. Il y eut une expérimentation ayant pour but de déterminer à quelle altitude les personnes volant pouvaient survivre sans oxygène. Une autre faisait boire aux cobayes de l'eau de mer pour ainsi découvrir combien de temps une personne pouvait survivre en ne buvant rien d'autre que de l'eau salée. De plus, la durée de survie d'un enfant qui ne reçoit pas de nourriture pendant un certain temps a été examinée. Des poisons ont été appliqués à des patients pour en connaître les conséquences. Des jumeaux et des individus ayant des problèmes physiques étaient aussi des victimes d'expériences de torsion et d'extension. Il y eut la fabrication de plâtres d'organes génitaux féminins prélevés sur les déportés ainsi que des expériences de stérilisation sur des femmes par injection intra-utérine. Des tentatives de changement de la couleur des yeux à l'aide d'injections ont aussi eu lieu. Cette expérience ne fut jamais concluante. Bien d'autres cruautés prirent place à Auschwitz-Birkenau. En tout, 8 millions de personnes sont mortes dans les camps nazis, ce qui représente la population totale du Québec. La Seconde Guerre mondiale a été le conflit militaire le plus important dans l'histoire de l'humanité, avec plus de 60 millions de personnes qui ont péri. 60 millions, c'était 2,5% de la population mondiale. Ces actes, commis par Hitler, un homme avec beaucoup de charisme, ont bien sûr été sanctionnés. Hitler s'est suicidé, mais l'Allemagne a dû en payer le prix. En effet, une grande pauvreté et une ère de reconstruction s'en suivit. Pour être surveillée, l'Allemagne a été divisée en 4 districts, chacun contrôlé par 4 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. La France, les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne. Durant ce documentaire, je vous ai transmis des informations nouvellement acquises sur un sujet qui devrait rester gravé dans vos têtes pour qu'un désastre comme celui-ci ne se reproduise plus jamais.